Une intervention de M. Philippe Boucli, qui est conseiller spécial à GRT Gaz, qui a dirigé GRT Gaz, qui a été également en poste à l'étranger, notamment en Slovaquie, et qui a traité aussi pendant très longtemps les relations entre Gaz de France et Gazprom. Donc je pense qu'il va nous dire beaucoup de bonnes choses sur le gaz. La deuxième raison de la transition facile, c'est en termes d'union. Enfin, vous avez été sympa de prononcer le mot union énergétique ou union de l'énergie, puisque jusqu'à présent ça n'avait pas été évoqué concrètement. Et ça, c'est Anne Houtman qui interviendra après, notamment, alors juste un petit flash pour les étudiants, avec la nouvelle commission, parce que Isabelle Thomas en a parlé tout à l'heure. Si vous regardez attentivement les 28 commissaires, vous avez un commissaire qui est vice-président, qui est slovaque, qui est justement en charge de l'union de l'énergie. Vous avez un commissaire espagnol qui est en charge du changement climatique et aussi donc de l'énergie. Et vous avez aussi ce que Mme Thomas, avec le groupe des socialistes et démocrates, dont elle est vice-présidente, ont obtenu, c'est que le premier vice-président Timmermans, néerlandais, soit aussi en charge du développement durable. Donc, ce qui veut dire que cette dimension énergétique au niveau européen est plus ou moins entre les mains de 3 commissaires. Mais ça, c'est Anne qui viendra nous expliquer comment ça va se passer pour les 5 prochaines années. En tout cas, la parole est à M. Boucli. J'ai cru comprendre que le gaz, là, il y avait quelque chose qui... Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord, quelques mots sur GRT Gaz, que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est l'équivalent de RTE, mais pour le gaz, c'est-à-dire le transport de gaz à haute pression. Un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, 3000 salariés, 32 000 km de réseau. 32 000 km de réseau, c'est le plus grand réseau c'est le principal opérateur en France et c'est le plus grand réseau d'Europe. Ce que nous avons fait avant de venir au cœur de ce que je voulais dire, je voudrais dire que ce que nous avons fait dans le débat sur la transition énergétique, c'est de montrer que le gaz peut être renouvelable. C'est-à-dire que nous avons fait des études sur le potentiel de méthanisation des ordures ménagères, des bouts de stations d'épuration, des déchets de l'agroalimentaire. Et tout calcul fait, on arrive à un chiffre... alors ce n'est pas un chiffre précis, mais c'est de l'ordre de 200 TWh. On peut également faire du gaz à partir de la biomasse ligneuse. Alors non pas comme l'ont fait les Allemands à partir de cultures vivrières, de maïs, mais sur des sols relativement pauvres, utiliser des espèces qui poussent rapidement, telles que le peuplier, un végétal qui semble très approprié, le miscanthus. Donc vous refaites en fait des usines à gaz, mais non pas en partant du charbon, mais en partant de la biomasse ligneuse. Et là, on a aussi un potentiel, je parle de la France uniquement, hein, de 200 TWh. Et puis on a un troisième aspect qui est la conversion de l'électricité excédentaire. C'est un point qui n'a pas encore vraiment été abordé ce soir. Mais quand vous allez avoir on a vraiment changé de paradigme, ou on va changer de paradigme. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, quand vous allumez votre chauffage, le signal vient à RTE, et RTE demande à un producteur de mettre en service un morceau de centrale. Dans le futur, vous avez le vent, le soleil quand ça se présente, et la consommation, votre consommation. Donc on va tâcher de faire coïncider les deux, c'est tout l'enjeu des smart grids, mais ça ne sera pas forcément possible, et ça ne sera en particulier pas possible entre les saisons, entre l'été et l'hiver. Et ce que nous avons montré, c'est que si on se place en 2050, c'est-à-dire pas tout à fait demain, mais après-demain, avec un développement important des renouvelables, on s'est placé dans les scénarios de l'ADEME, donc 70 000 MW d'éolien, 60 000 MW de photovoltaïque. On aura un excédent de l'ordre de 75 TWh. Et une fois qu'on aura épuisé tous les moyens habituels de stockage, les électriciens vont vous dire, mais nous on a les STEP, on a les stations de transfert d'énergie par pompage. Quand vous voyez ce qui se passe à Sivins pour faire un barrage, je doute qu'on puisse en faire encore beaucoup en France. Un barrage comme celui-là, ça permet de stocker 35 gigawattheures. Et alors ce qu'on cherche, c'est de stocker des térawattheures. Donc il y a un facteur 1000 entre les deux. Et donc nous, ce que nous avons montré, c'est que
tout calcul fait, il vous reste de l'énergie. Une fois que vous avez saturé tous les moyens de stockage traditionnels, joué sur la demande, exporté si vous pouvez vers l'Espagne ou vers l'Allemagne, il vous reste encore 25 TWh que vous transformez en hydrogène par électrolyse. Et cet hydrogène, vous pouvez l'utiliser dans des voitures à hydrogène, c'est toute la mobilité à hydrogène, ou vous l'injectez dans les réseaux de gaz. Voilà ce on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais c'est ce que je voulais dire sur la part que nous avons prise dans le débat sur la transition énergétique. Une remarque aussi, parce que ça n'a pas été dit non plus, on a beaucoup parlé de l'Europe, la Chine et les États-Unis. L'Europe, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 10%. Les États-Unis et la Chine, c'est 45%. Et croire que par notre bon comportement, on va obliger les Chinois et les Américains à avoir aussi un bon comportement me paraît parfois un peu naïf. Je voudrais dire aussi que la Chine fait actuellement 2 centrales de 1000 MW au charbon par semaine. 2 tranches nucléaires, enfin l'équivalent de 2 tranches nucléaires par semaine. Et dans la période 2008-2009, ils ont fait 10 centrales nucléaires par an. Pour vous dire donc... voilà le décor. Alors maintenant, si je reviens à la politique énergétique européenne, ou ce qui en tient lieu, je trouve qu'elle s'est mise en place de façon désordonnée et relativement incohérente. Ce qu'on a surtout vu depuis 25 ans, c'est de la dérégulation, c'est-à-dire l'ouverture du marché pour avoir un marché unique, donc dans l'idée d'avoir un grand marché unique européen, avec parfois aussi des arrière-pensées de casser les grands monopoles, type EDF ou Gaz de France. Et je dirais on s'est limité à ouvrir la concurrence au sein de chaque État et développer les interconnexions, puisque tout ça a commencé, si vous vous souvenez, avec les directives transit de 90 et 91. 90 pour l'électricité, 91 pour le gaz. Et dans le même temps, puisque la politique de l'énergie ne faisait pas vraiment partie des traités. Ça n'est apparu qu'avec le traité de Lisbonne, très récemment, je pense que Mme Boutman en parlera. Les États développaient leur politique en faveur des renouvelables avec des systèmes de soutien variables selon les pays. Alors tout ça a donné une certaine architecture du marché, avec, et c'est là un point très important, on va y revenir sur les renouvelables, avec donc un marché et puis des îlots de subventions aux renouvelables. Et au final, on a un marché de l'électricité qui marche et un marché du gaz qui fonctionne également. Oui, on peut, enfin, c'est ce que je considère. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et regarder un peu le résultat au niveau des 3 piliers de la politique énergétique européenne, c'est-à-dire sécurité d'approvisionnement, compétitivité et protection de l'environnement. En matière de sécurité d'approvisionnement, en fait, la politique de soutien des ENR, qui encore une fois était différente selon les pays, a fait que la politique de soutien fait que le RTE, ou l'opérateur de réseau électrique, appelle en premier ou doit prendre en premier les renouvelables. Et tout ça repousse plus loin les centrales à gaz. Et alors là, il y a un autre phénomène, c'est du fait du gaz de schiste aux États-Unis. Les Américains convertissent tout au gaz. Et donc le charbon ne trouve plus preneur aux États-Unis et il vient se déverser en Europe et notamment en Allemagne. Du coup, les Allemands produisent plus de CO2 qu'avant. Et le résultat des courses, c'est que vous avez mis hors service d'un grand nombre de centrales à gaz en Europe. Au total, il y a 20 700 mégawatts de production d'électrique qui ont été mis hors service, déclassés. Et là-dedans, c'est la moitié de centrales à gaz qui étaient flambant neuves, qui avaient parfois un an d'existence et qui ont été mises sous cocon. Enfin, c'est pas démantelé, ça sera réutilisable, mais pour l'instant, c'est hors service. Cedigaz, qui est un organe d'information sur toute l'industrie du gaz, dit que si les conditions de marché se maintiennent, c'est-à-dire continuent à se dégrader, c'est 50 000 mégawatts qui vont être déclassés d'ici 2016. Et du fait des directives européennes sur les grandes installations de combustion et sur les émissions industrielles,
c'est de l'ordre de 65 à 70 000 mégawatts qui devraient être déclassés d'ici 2020-2023. Madame Thomas disait qu'il n'y a pas d'investissement. Sur les 970 000 mégawatts installés en Europe, il y a 130 000 mégawatts qui ne couvrent pas leur coût fixe, c'est-à-dire qui marchent à perte. Donc il y a véritablement un risque pour la sécurité d'approvisionnement, et je dirais que là, au niveau de ce pilier sécurité d'approvisionnement, qui est quand même un des 3 piliers fondamentaux de la politique énergétique européenne, le compte n'y est pas. Alors sur le gaz, la sécurité d'approvisionnement est revenue un peu sur le devant de la scène à l'occasion de la crise russo-ukrainienne. Et là, je dirais, la doxa européenne, c'est de dire qu'il faut plus d'interconnexions, il faut plus de terminaux méthaniers. Alors là, en Europe, on consomme à peu près 460 milliards de mètres cubes de gaz. On en importe 300 milliards. Et sur les 300 milliards, il y a 50 milliards de gaz naturel liquéfié. 50 milliards. Et on a une capacité de réception de 200 milliards. Ça veut dire que les terminaux méthaniers européens sont utilisés à 25%. Est-ce bien raisonnable d'en faire encore de nouveaux terminaux méthaniers? Alors après, on nous dit développer les interconnexions. Alors, ok, mais un tuyau, ça dure au moins 50 ans, donc il faudrait avoir un peu une idée d'une visibilité de l'énergie dans 50 ans. Et pas venir nous dire que dans 50 ans, il n'y aura plus de fossiles, parce que dans ce cas-là, on a du mal à investir si on nous dit que ça ne va pas servir très longtemps. Ou alors, si vous investissez pour une durée plus courte, il faut pouvoir amortir sur une durée plus courte, c'est-à-dire donc renchérir les coûts d'infrastructure. Alors, il y a un pays qui veut absolument développer les interconnexions, c'est l'Espagne. On l'a vu sur la ligne électrique qui, finalement, va se mettre en service. Alors, sur le gaz, l'Espagne fait un lobbying d'enfer auprès de la Commission pour développer cette interconnexion entre donc l'Espagne et la France, sans vraiment se poser qui va payer, puisque dans les systèmes actuels, c'est plutôt chaque consommateur, chaque national qui paye. Donc si vous faites une interconnexion qui ne sert pas franchement aux consommateurs français, si c'est sur le territoire national français, c'est le consommateur français qui paye. Mais là, en l'occurrence, il y a encore 2 chiffres que je voudrais vous citer. Les Espagnols veulent une interconnexion pour éventuellement envoyer du gaz naturel liquéfié de leurs terminaux vers le reste de l'Europe. Sachant que la consommation espagnole, c'est 30 milliards de mètres cubes et que leur capacité de réception, c'est 70 milliards de mètres cubes. Cherchez l'erreur. Alors ensuite, on parle beaucoup de l'Ukraine. Il faudrait regarder aussi l'intensité énergétique en Ukraine. Elle est à peu près 3 fois l'intensité énergétique d'un pays comme la France ou l'Allemagne. Alors on va me dire qu'il fait un peu plus froid en Ukraine qu'en Allemagne ou en France. Bon, ok. Mais si l'Ukraine se comportait normalement en matière d'intensité énergétique et d'efficacité énergétique, il n'y aurait pas besoin de gaz russe et tout irait bien. Après, on nous dit développer les alternatives au gaz russe, aller importer du gaz depuis l'Irak, l'Iran et autres pays de cocagne. Le gazoduc qui est programmé, c'est-à-dire à travers l'Anatolie et puis le nord de la Grèce, c'est au maximum 30 milliards de mètres cubes, sachant qu'actuellement, le gaz russe, c'est 130 milliards de mètres cubes. Donc, ce n'est pas à l'échelle non plus. Donc, à mon avis, il y a aussi un aspect diplomatique qu'il faudrait renforcer, et avoir une coopération renforcée avec les Russes me paraîtrait plus valorisant et meilleur que ce que l'on fait actuellement. Alors, si je peux encore dire quelques mots sur la compétitivité, le résultat des politiques de soutien fait que donc, le marché, il existe, et le prix de gros sur le marché électrique s'est effondré. Actuellement, quand vous regardez, on en parlait tout à l'heure avec M. Benny, un consommateur allemand, il paye à peu près 280 € du mégawattheure. De l'électricité, il en paye pour 40 €. Ensuite, le soutien aux ENR, il paye 62 € et le reste, c'est le transport, l'acheminement de l'électricité. Donc actuellement, le soutien aux énergies renouvelables en Allemagne coûte plus cher que l'électricité elle-même. Alors, le consommateur, il finit bien par s'en rendre compte. Monsieur Boucher disait
le consommateur il est prêt à payer. J'en suis pas si sûr. Les industriels se plaignent. Donc on a mis un certain nombre de rustines pour que les électro-intensifs ne souffrent pas trop. Les Allemands ont repoussé le soutien vers le particulier. Mais là, on bute sur un autre sujet, c'est la précarité énergétique, et qui augmente dans tous les pays. J'entendais la semaine dernière une syndicaliste qui disait que c'est bien le chèque énergie, mais c'est du même ordre de grandeur que ce qu'un ménage paye pour la CSPE en France. Donc on donne d'une main ce qu'on reprend de l'autre, quoi. Pour le... Brièvement. Pardon ? Brièvement. Simplement, au final, je parlais tout à l'heure des États-Unis, l'électricité est 2 fois moins chère aux États-Unis et le gaz est 3 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Boucli, pour cette présentation.